System ya kuzanguka. Ce monde est comme un unijambiste assis le cul entre les socles de la vérité et de la raison. Mais pour marcher, il s'appuie sur les béquilles du mensonge et de l'hypocrisie. Explication. La vérité primordiale, unique, pure, impénétrable, celle qui est à l'origine de la naissance de notre monde et la raison éternelle qui gouverne ce dernier, sont les assises dans lesquelles ce monde est ancré. Mais, à l'image d'une personne amputée d'une jambe, pour marcher, donc avancer, il est obligé de s'appuyer sur deux béquilles, le mensonge et l'hypocrisie. Car, paradoxalement, le mensonge ainsi que l'hypocrisie sont le carburant de l'humanité. Ils sont employés dans tous les domaines, en politique, en économie, en société, dans les rapports interpersonnels, etc. Cette pensée est extraite de ce livre que j'ai publié l'année dernière, intitulé « Les 1001 folies de Mikanzi ». C'est le tome 1. Le tome 2 sera bientôt publié cette année. Chers frères, chères sœurs, chers cousins ngokistes, Mbote, Mbolo, Djambo, Ani Sukuma, Nangadef, Assalamu alaikum. Bonjour. Si je commençais par cette pensée, c'est pour illustrer d'une certaine manière le thème que je vais aborder aujourd'hui. Et vous savez que la devise de cette chaîne, Mikanzi System Kuzanguka, c'est la chaîne qui déchaîne. La chaîne qui te permet de te déchaîner, de t'affranchir du mensonge. Et l'autre devise, c'est détruire le mensonge qu'on a hérité pour reconstruire un monde de vérité. Aujourd'hui, nous sommes sous la mouvance du mensonge. Et comme depuis la nuit des temps, de quoi vais-je parler? C'est le conflit entre Israël et la Palestine. Le conflit dit israélo-palestinien. D'où vient-il? Ce que je veux dire aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, ne se dit pas dans les grands médias. C'est ce qui est caché. Donc nous allons voir les dessous de cette affaire, les dessous de ce conflit-là. D'où vient-il? Et surtout, pourquoi y a-t-il ce conflit? Donc, je vous prie de rester attentif à ce développement, à cette petite analyse que je ferai. Bien entendu, je ne vais pas m'étaler en long et en large. C'est juste vous donner des pistes afin que vous compreniez quels sont les différents rapports, quels sont les tenants aboutissants, quelles sont les causes profondes de ce conflit. Nous allons faire un petit bref historique réparti dans l'histoire. Est-ce que Israël, tel que ça existe, a toujours été ainsi? Bon, nous n'allons pas entrer dans les considérations bibliques, on laisse ça chez les religieux. Mais situons la chose temporellement. On est au 19e siècle, plus précisément en 1897. Il y a un certain Théodore Herzl, je vais vous montrer sa photo, Théodore Herzl qui est l'initiateur du mouvement dit sionisme. Il est là. Voilà. Je crois que vous regardez bien. Théodore Herzl. Hein? Je vous le montre, le gars. Je crois qu'il est bien visible. Voilà. C'est un journaliste, écrivain, qui a pris l'initiative d'initier le mouvement, le sionisme. C'est quoi le sionisme? Le sionisme, en fait, c'est un mouvement politico-culturel, voire social, qui voudrait offrir à cette époque-là un foyer national pour le peuple juif. Le peuple juif qui est éparpillé partout dans le monde, la diaspora juive, voulait un État. Et ils ont choisi la Palestine. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'il faut bien voir, hein, ce n'est pas à partir de la Deuxième Guerre mondiale, suite à ce qu'on appelait l'Holocauste du peuple juif, qu'ils ont décidé d'aller s'installer en Palestine pour créer un État. Non, ça vient de loin. Donc, déjà, d'entrée de jeu, cette cause-là, on peut déjà l'écarter. Que c'est à cause des pogroms, à cause de l'Holocauste,
qu'ils ont cherché à avoir un foyer, un abri où ils seront en sécurité. Et là aussi, il faudrait dire une chose, si c'était le cas, normalement, ça devait être aux Européens de leur offrir un territoire en Europe. Il y a pas mal d'espace en Europe. On pouvait bien le leur offrir, étant donné que c'est eux qui ont été la cause de ces massacres, ils auraient bien dû. Mais donc, repartons dans l'histoire. 1897, il y a eu un congrès à Genève au cours duquel ils ont décidé de créer un État juif. Et il faut aussi dire qu'il y avait aussi un autre choix, une autre option, comme pour dire que cette affaire de la terre que Dieu leur a offerte aux Juifs est aussi quand même remise en question, parce qu'il y avait à l'époque un projet qu'on appelait le projet Ouganda, d'aller s'installer en Ouganda, c'est-à-dire l'actuel Kenya, donc entre la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Donc, il y avait aussi cette option mise sur la table, d'aller installer ce foyer juif en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Donc, après ce congrès, on arrive en 1919. 1919, il y a eu, après la Première Guerre mondiale, ce qu'on a appelé la déclaration Balfour. La déclaration Balfour, c'est une lettre ouverte qu'un secrétaire d'État aux Affaires étrangères, c'est-à-dire une sorte de ministre des Affaires étrangères britannique, un certain Balfour, il s'appelait Arthur Balfour. Je vais vous lire cette déclaration. Elle tient en quelques 67 mots seulement. Donc la déclaration Balfour qui a donné l'ordre ou le droit aux Juifs d'aller créer un foyer en Palestine. Je vais vous la lire et vous comprendrez que dès l'origine, ça posait problème. Je vous lis donc la déclaration Balfour qui a donné l'autorisation aux Juifs de créer un État. Je lis donc la lettre. Cher Lord Rothschild, puisque c'était adressé à Lord Rothschild, un certain Rothschild, la famille Rothschild, là, que vous connaissez, les milliardaires. Donc, il dit ceci. J'ai le plaisir de vous adresser, au nom du gouvernement de Sa Majesté, la déclaration ci-dessous de sympathie à l'adresse des aspirations sionistes. Déclaration soumise au cabinet et approuvée par lui. Donc, le gouvernement britannique, dirigé par George Lloyd. La déclaration dit ceci. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif. Étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civiques et religieux des collectivités non juives, écoutez bien, existant en Palestine, ni aux droits et aux statuts politiques dont les Juifs jouissent dans tout autre pays. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste, Arthur James Balfour. Voilà la déclaration qui donne le droit donc aux Juifs d'aller s'installer là-bas en Palestine. Et vous avez lu qu'il a bien écrit ceci. Étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existant en Palestine. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Ce n'est pas le cas. Donc, pour revenir aux raisons, pourquoi ont-ils choisi cela? Est-ce que c'est juste une bande d'illuminés comme ça qui se sont dit, bon, ben, il nous faut un État, simplement en Palestine? Il y a une raison, la vérité. La vérité sous-jacente, cachée derrière cette affaire, c'est que tout le peuple, le monde occidental, en tête les États-Unis et tout ce qui suit, la France, la Grande-Bretagne, donc tout l'Occident voulait avoir une terre, un territoire au Proche-Orient parce que c'est une terre richissime et une terre qui est bourrée des hydrocarbures, du pétrole, du gaz. Voilà pourquoi il y a même une phrase d'un dignitaire sioniste, dont j'oublie le nom, qui disait que, parlant de Moïse, que Moïse nous a traînés dans le désert pendant 40 ans pour venir nous fixer sur une terre, là où était la Palestine, disons l'Israël biblique, où il n'y a ni pétrole, ni carburant, rien du tout.
Donc, pour eux, ils étaient conscients que cette terre-là, en tout cas là où leurs ancêtres s'étaient installés, n'était pas une terre riche. Donc voilà pourquoi il fallait à tout prix aller occuper toute cette zone-là, toute cette Palestine, pour pouvoir avoir accès à toute la Méditerranée et aussi à l'intérieur des terres. Parce que il a été prouvé depuis cette époque-là que c'est une zone, d'ailleurs, toute cette zone-là, le Golfe Persique, le Proche-Orient, Moyen-Orient, c'est une zone dont le sol, le sous-sol, que ce soit en offshore, est plein des hydrocarbures. Donc voilà la raison principale qui a fait que, aujourd'hui, Israël, en fait, représente tout l'Occident. C'est juste comme qui dirait un sous-traitant, entre guillemets. Ils ont instauré ces pays-là, installé ce pays pour pouvoir contrôler toute la zone afin d'avoir une mainmise sur les hydrocarbures, pétrole, gaz, parce que ça a été découvert. Il y a un gisement sur la bande de Gaza, disons dans la Méditerranée, en offshore, qui fait plus de 35 milliards de mètres cubes de gaz. Donc si aujourd'hui, ils sont en train de se battre, ce n'est pas tant parce qu'ils sont religieux, c'est Dieu qui leur a donné cette terre, machin. C'est vrai qu'il y a ce côté-là. Mais en réalité, la vraie raison, et plein d'autres aussi, mais la principale, c'est bien celle-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre que pour, je sais pas, fuir les pogroms et tout simplement aller... ce n'est pas... C'est vrai que ça fait partie des raisons, des quelques raisons, mais ce n'est pas la raison principale. Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à cela? J'ai parlé du mensonge. L'histoire est un processus qui n'est jamais fini. L'histoire n'est pas linéaire. Nous avons vu dans le passé, on a connu l'apartheid. L'apartheid en Afrique du Sud. Comment est-ce qu'on a martyrisé, on a massacré, on a paupérisé, on a esclavagisé les Noirs en Afrique du Sud. Le gouvernement sud-africain, raciste sud-africain, croyait que ce serait pour l'éternité. On a vu en Afrique de l'Est comment est-ce que les Blancs, au Zimbabwe, en tout cas la Rhodésie, ancienne Rhodésie, qui disaient qu'ils étaient là pour des millénaires. Mais l'histoire s'accélère. Que l'illusion que donne la puissance, l'illusion que donne le fait d'être riche, d'avoir des armes, peut te conduire à considérer que les choses sont immuables. Et c'est là le danger. C'est là le danger, le piège dans lequel le gouvernement actuel israélien est tombé. C'est ce qu'on appelle l'hubris. L'hubris, c'est cette sensation-là, cette débauche de pouvoir où on se croit tout permis, où on considère qu'on est tout puissant, omnipotent. Donc, chers frères, chères sœurs, la seule chose à retenir est que, peu importe ce qu'ils sont en train de faire là, tout le monde voit que c'est un massacre, tout le monde voit que c'est un génocide, appelons un chat par chat. Ce n'est pas fait être anti-sémite, comme ils disent là. Non, c'est une réalité, ils sont en train de massacrer un peuple, avec cette volonté-là de les déloger. C'est ce qu'on appelle un nettoyage ethnique, dans une zone bien circonscrite. Mais étant donné qu'ils sont soutenus par l'Occident, l'ensemble, la globalité de l'Occident, le monde occidental, qui vous verrez que dans leur narratif, ils disent que Israël a le droit de se défendre. Mais tout le monde sait que ça, ce n'est pas de la défense, ce n'est pas défensif ce qu'ils font, c'est offensif, ils sont en train d'attaquer. Vous comprenez? Ici, je ne remets pas en cause le fait qu'il y a eu un massacre aussi de la part du Hamas. Ça, tout le monde le sait. Ce sont des crimes de guerre puisqu'ils ont assassiné des civils. Tout le monde le sait. Je condamne cela. Mais aussi, il faudrait être juste. Il faudrait être juste comme beaucoup des Juifs que je vois sur les réseaux sociaux qui viennent manifester. Ils font des marches aux États-Unis partout qui condamnent ce que Israël est en train de faire, l'État sioniste. Ils condamnent cela parce que pour eux, ça, ce sont des Juifs orthodoxes qui sont vraiment dans la droiture, dans la religion. Ils se disent que ce pays, cet État n'a pas le droit d'exister, selon eux. Et on ne les traite pas des anti-machin. Ils le sont eux-mêmes, ils sont juifs. Donc, c'est la vérité, c'est la logique, c'est la justice. C'est tout simplement dire que, chers frères, chères sœurs, ici, nous qui sommes imbus de l'esprit de liberté, l'esprit de justice, la justice mondiale, la justice entre peuples, la solidarité entre peuples, on ne peut pas rester indifférent
vis-à-vis de ce qui se passe en Israël, qui se passe en Palestine, à Gaza, nous proprement dit, et dans les territoires occupés. Cette colonisation-là, on ne peut pas accepter cela. Peu importe ton origine, que tu sois noir, blanc, rouge, peu importe, mais ça touche l'humanité. Donc la solution, tout le monde la connaît, c'est deux États, créer deux États, mais étant donné que ça sera fatal à la boulimie israélienne, parce que la vision, laisse-moi vous dire que tout ce qu'ils veulent, c'est chasser les Arabes de ces terres pour s'en accaparer. Détrompez-vous, ne croyez pas que c'est juste, s'ils sont en train de bombarder, massacrer, c'est pour qu'ils quittent cette terre, qu'ils aillent s'installer peut-être, je ne sais pas moi, sur la mer ou alors en Égypte. Tout le monde le sait, ou quelques-uns le savent. Mais pas dans les médias, on ne dira pas ça. Et c'est là, c'est un problème. Donc, et à ce propos, d'ailleurs, je vais vous lire un texte qui est extrait de mon livre, celui-ci. Hein, il sera une fois un justicier invisible, que j'ai publié en 2021, à propos de ce qui se passe en Palestine. Et vous comprenez que ça, je l'ai déposé en 2016. Hein, depuis 2016 que j'avais déposé chez l'éditeur, et ça a été édité en 2021, parce qu'il fallait corriger, ajouter des trucs, voilà. Donc ça m'a pris du temps. Et vous comprenez que ce que j'ai écrit ici est d'une actualité implacable. Écoutez, regardez ce qui se passe au Proche-Orient. Les Occidentaux ont aidé l'État d'Israël à se doter de la bombe atomique afin, disent-ils, qu'il se protège, mais ne veulent pas que l'Iran et tout autre État de la région s'en dotent. Conséquence, Israël continue à piétiner impunément la Palestine, massacrant sa population et colonisant. Non, ce mot est trop doux. C'est un euphémisme. J'emploierai plutôt le verbe voler. Oui, volant ces terres au vu et au su de la fameuse communauté internationale, qui ne se limite qu'à le condamner verbalement ou à manifester sa préoccupation. Face à cette situation sans prendre des mesures concrètes, alors que la solution, la seule durable, passe par la cessation définitive de ces vols de terre et la coexistence de deux États viables. D'un côté, l'État d'Israël et de l'autre, l'État de Palestine reconnu par toute la même communauté internationale, siégeant de plein droit à l'ONU, avec des frontières intangibles, clairement et définitivement établies, en prenant celle de 1967 comme référence. Mais cette solution serait tellement néfaste à la boulimie expansionniste de l'État hébreu, qui, secrètement, a planifié ce que l'on pourrait appeler, sans mauvais esprit, la solution finale, qui n'est autre que la création du Grand Israël en annexant la totalité des terres palestiniennes que les Israéliens considèrent comme un don de Dieu, comme si Dieu n'appartenait qu'à eux tout seuls. Je tiens à préciser une chose très importante. Si j'ai pris l'exemple du conflit israélo-palestinien, parce que c'est celui qui cristallise depuis des décennies toutes les attentions et tensions de l'humanité, régulant d'une certaine manière les relations entre l'Occident et le monde arabe qui n'arrive pas à accorder leur violon. Ce conflit pourrit les relations entre les nations, selon qu'on soit plus proche de tel ou de tel bloc. Il constitue la pomme de discorde entre le monde judéo-chrétien et celui arabo-musulman. Cela dit, moi, M, parenthèse, M, là c'est le protagoniste, hein, le personnage principal de ce roman, de ce livre. C'est un roman, mais carrément comme un essai. Hein, c'est comme un roman essayé ou un essai romancé. Donc, je poursuis. Là, il est sur la tribune des Nations Unies, à l'ONU, hein, le personnage principal, qui s'appelle M. Cela dit, moi, je ne me place ni du côté palestinien, ni du côté israélien, mais du côté de la légalité, de la légitimité, du droit international. Je n'ai absolument aucun problème avec mes frères israéliens. Ils ont droit, au même titre que tous les autres peuples ici-bas, de vivre partout où bon leur semble,
et de vaquer librement à leurs occupations partout où il y a de l'oxygène. Je dis bien partout. Ce sont des humains faits de chair et de sang, comme vous et moi. Et à ce titre, ils ont les mêmes droits et devoirs que le reste de la communauté humaine. Qu'ils bâtissent des logements et vivent où bon leur semble, mais à une seule condition, que cela se fasse dans la légalité, en respectant les principes fondamentaux du droit international. Par contre, j'ai un problème avec le gouvernement israélien, en particulier avec sa politique répressive et expansionniste. Il se comporte en véritable prédateur vis-à-vis de la Palestine, et pas seulement. Il n'y a qu'à voir la kyrielle d'ignobles complots à travers le monde dont il est complice ou principal instigateur. Pour cette raison, il se trouve dans mon agenda avec les gouvernements des autres grandes puissances dans mes futures interventions. Par tous les moyens, avec l'aide de Nzambe Mpungu, je dois faire cesser définitivement cet odieux conflit en modifiant la configuration politique de la classe dirigeante d'Israël pour enfin aboutir à la bonne solution finale. La création d'un État palestinien viable avec ses frontières historiques. Voilà ma position. Pour clore ce chapitre, je vais dire à la face du monde, je préfère me répéter pour une meilleure compréhension, que je suis l'ami de tous les peuples de la terre, sans distinction aucune. Mais je suis l'ennemi des États qui ont pour seul credo la domination des autres par la force. Aucun peuple ne doit faire l'objet de persécutions. Aucun. Ni, en l'occurrence, les Arabes, ni les Juifs. Que personne ne me traite d'antisémite, comme très souvent on taxe abusivement et maladroitement tous ceux qui émettent une opinion juste et impartiale contraire aux intérêts de l'État israélien. Les attaques de toutes sortes dirigées contre les Juifs, qu'on qualifie d'antisémitisme, quoique les Arabes soient aussi un peuple sémite, sont condamnables au même titre que toutes les discriminations qui avilissent la dignité humaine. N'en faisons pas une discrimination à part et plus grave que les autres. Le zèle que les Occidentaux mettent pour dénoncer les actes ou les propos anti-juifs doit être proportionnel à celui mis pour dénoncer les actes ou les propos racistes contre les Noirs, les Arabes ou tout autre peuple minoritaire dans un territoire donné. De même, la sacro-sainte liberté d'expression, qui est une des valeurs cardinales de la société occidentale, doit s'appliquer à tous les hommes et à tous les peuples. Si l'on permet à un artiste, un humoriste, un journal, etc., de tourner en dérision dans tous les domaines de la vie, les Noirs, les Asiatiques, les Indiens, les Arabes, pour ne citer que ceux-là, même si cela est susceptible de heurter profondément leur sensibilité, par exemple la représentation du prophète Mahomet pour les musulmans, on doit aussi permettre qu'on fasse de même envers les Juifs. Mais pas censurer et punir systématiquement tous ceux qui osent aborder de manière rationnelle ou comique les sujets comme leur déportation pendant la Seconde Guerre mondiale ou le sionisme. Alors qu'en même temps, on peut faire de l'humour sur la traite négrière sans qu'on ne soit inquiété. La politique de deux poids, deux mesures, cette liberté d'expression à géométrie variable que l'on constate dans la rhétorique et la logistique judiciaire déployée pour condamner les actes ou propos racistes, toujours un peu plus en faveur des Juifs, doivent cesser. Je peux, pour illustrer cet argument, vous citer deux cas de racisme le plus abject dont ont été victimes deux femmes noires, ministres dans leur pays. Deux personnes à part entière, jouissant de toutes les facultés inhérentes à l'espèce humaine, mais qui ont été assimilées à des singes par des représentants du peuple des partis d'extrême droite. Ces deux superbes et intelligentes femmes, j'espère que vous ne les avez pas oubliées, sont Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux, ministre de la Justice de la France, et Cécile Kyenge, ancienne ministre pour l'intégration de l'Italie. Ce furent des scandales retentissants. Mais le plus scandaleux furent le mutisme, le manque de spontanéité, la mollesse des réactions des politiques au plus haut niveau dans les deux États face à ces abominables faits. Les condamnations furent télégraphiques et parcellaires, même au sein de leur propre famille politique.
Pourquoi ce manque de fermeté face à ces ignominies qui n'honorent pas la race humaine? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elles sont nègres, ni plus ni moins. Soyez justes avec tous les peuples, chers occidentaux. Votre politique ne rend pas du tout service au peuple juif, au peuple frère juif, car elle ne fait que renforcer l'opinion péjorative que les autres peuples, frustrés, se font d'eux, à tort ou à raison, qu'ils contrôlent le monde à travers leur lobby sioniste. Pour changer les choses, ou tout au moins les faire évoluer, des efforts doivent être fournis de tous les côtés, aussi bien du côté des Juifs, qui doivent s'ouvrir un peu plus aux autres peuples, développer des échanges, pas qu'économiques, mais aussi culturels, socio-culturels, en particulier avec les Arabes et vice-versa, que du côté du reste du monde qui doit sortir du carcan de ses préjugés vis-à-vis de ces deux peuples, de les approcher, d'apprendre à mieux les connaître, dans leur quintessence et cohabiter en bonne intelligence avec eux. Mais cela n'est possible que si les Arabes et les Juifs arrêtent de se considérer comme les plus mal aimés de la terre, qu'ils arrêtent de vivre comme sur un îlot situé hors de la terre. Bref, qu'ils se lâchent davantage en harmonie avec la communauté humaine. Chers Arabes, assalamu alaikum, chers Juifs, shalom, je vous aime tous. Voilà, il sera une fois un justicier invisible. Je termine par là, chers frères, chères sœurs, chers cousins wokistes. Hein? Ici, sur cette chaîne, j'essaye de, à mon humble niveau, je ne dis pas que je suis détenteur de toute la vérité, que j'ai la science infuse, que je connais tout. Mais le peu que je connais, je viens l'exposer ici. Si je suis dans l'erreur, j'aimerais à travers vos commentaires, dans ces interactions, que vous me compreniez, que vous me corrigiez, que vous m'apportiez des éléments qui pourront moi aussi m'élever. Parce que le système Akuzanguka, c'est le système d'élévation, le système d'évolution, pour s'illuminer, pour atteindre l'apogée intellectuelle, spirituelle, multidimensionnellement. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. C'est toujours avec beaucoup de plaisir, de passion que je viens ici pour vous partager tout ce que je sais. Je vous prie, pour ceux qui viennent de tomber sur cette chaîne, de vous y abonner, d'aimer, le pouce en l'air, sans oublier d'activer les notifications, bien entendu, et de partager tous les contenus que vous trouverez nécessaires, importants. Voilà, je vous aime bien. C'est toujours dans le système Yakuzanguka, système Yakuzanguka, système Yakuzanguka. Takadum Luzolo. Système Yakuzanguka.